s'exerce. Tu prends les Asiatiques, leur espionnage est industriel, c'est-à-dire que technologique. Tu trouves excusez-moi le terme, des Chinois, des Indiens, mais quand ils sont en Occident, aux États-Unis, en Europe, ils font l'espionnage. Bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant. France, Mali, une nouvelle escalade. Derrière les discours politiques et les images médiatiques, il y a une tension qui ne cesse de grandir. Et beaucoup se demandent jusqu'où cela peut aller. Alors, faut-il y voir un simple bras de fer diplomatique ou bien une rupture profonde aux conséquences durables? Reste avec moi. On va décortiquer ensemble les faits, remettre les choses dans leur contexte et surtout, essayer de comprendre ce qui se joue réellement dans cette relation complexe entre Paris et Bamako. Économique, espionnage technologique, et c'est ça qui leur a permis à leur pays là-bas d'avancer. Mais les diplomates africains, espions ou pas espions, eux, bon, ils sont là-bas, ils aiment apprécier le bon vin. Quand ils reviennent ici, ils aiment raconter leur vie. Lui connaît quel Bordeaux, quel Saint-Émilion, quel champagne. Ça, c'est le diplomate africain. N'oubliez pas que vous avez été... Oui, je te dis ce que je sais. Donc, nous, en tant que diplomate africain, on n'est pas émerveillé par les prouesses technologiques des pays où nous vivons. On ne se dit même pas, mais attendez, si un jour on pouvait faire ça dans nos pays, est-ce que ça ne serait pas bon? Ça ne nous intéresse pas. Je te dis, donc, l'espion français de la DGSE, si ce n'est que parce qu'il est espion, il n'y a pas de problème. Je vous dis qu'il y a des espions partout, de part et d'autre. Mais ici, on ne l'a pas arrêté parce qu'il est espion. On l'a arrêté parce qu'il était en plein dans la préparation d'un coup d'État. On l'a arrêté. On a arrêté des complices. Donc, en quoi est-ce que deux diplomates maliens en France préparaient aussi un coup d'État? Ou bien est-ce eux qui ont jeté 100, 200, 300 000 personnes dans la rue la dernière fois pour réclamer le départ de Macron? Peut-être c'est le travail des deux diplomates maliens. Si tel est le cas, mais bravo, pour une fois, des diplomates africains ont fait quelque chose de concret sur un territoire occidental. Mais ce n'est pas eux. Eux, ils sont là-bas, mais ils ne s'occupent même pas de ça. Donc je ne vois pas en quoi ça doit être une réponse du berger à la bergère. On a arrêté Viselier, donc on va chasser deux pauvres diplomates innocents. Parce qu'on ne leur reproche quoi? Rien. Mais Viselier n'a pas été arrêté tout juste parce qu'il est membre de la DGSE. Ce n'est pas un crime d'être membre de la DGSE. Mais il était en pleine action de déstabilisation. Et ça, on ne peut pas ne pas l'arrêter. Actuellement, tu sais, même entre les grandes puissances, américains, russes, chinois, mais chacun a chez lui un espion de l'autre dans sa prison. Mais ça se négocie en douce. Dans cette affaire, où toi, la France, tu as essayé de nier, non, c'est un gentil mécanicien. On te dit non, on l'a pris. Un gentil mécanicien ne peut pas corrompre des généraux maliens, c'est pas possible. Donc on l'a pris. Maintenant, oui, il est de la DGSE. Mais ajoute au moins qu'il n'était pas en train de faire coup d'État, mais tu n'as jamais ajouté cette phrase. Donc, on ne peut pas arrêter quelqu'un pour faire de préparation, de subversion dans un pays, et en remplacement, on va arrêter de pauvres diplomates maliens qui étaient à Paris. Tu te rappelles cette propension de la France sur le plan diplomatique à prendre des décisions hasardeuses contre le Mali? Tu te rappelles l'ambassadeur du Mali, dans le temps, à Paris, qui était allé au Sénat pour témoigner des bienfaits de la civilisation française, des bienfaits de l'intervention française antiterroriste au Mali. Il a dit tout le bien qu'on peut dire d'un pays ami. Et en bon africain naïf, il ajoute que, vous savez, vos soldats là, c'est bon, ils travaillent bien, mais dites-leur de fréquenter moins les bordels de Bamako. Le lendemain, il a été chassé. Le lendemain, il a été chassé de la France. Donc, ça, c'est pas diplomatique, c'est des décisions hasardeuses prises par des gens dans l'émotion, par des gens arrogants qui estiment que dès que quelqu'un est noir, il n'a pas le droit d'exprimer clairement ce qu'il a dans la tête. Donc, aujourd'hui, pour un espion patenté, un putschiste avéré, on chasse deux espions, deux diplomates. Bon, le Mali qui réplique avec 5 diplomates. On reviendra sur la réplique du Mali. Voilà. Je voudrais qu'on analyse maintenant le contenu des mesures prises par la France, surtout la deuxième mesure. Luc Abaki, vous nous disiez tantôt que c'est le Mali qui a arrêté la coopération antiterroriste, mais si c'est le cas, c'est plutôt grave, non? Est-ce que le Mali avait encore une relation antiterroriste avec Paris, après avoir fait tous ces reproches? Il y a quelque chose qu'il faut remarquer. Malgré les différends, malgré le bras de fer, malgré les querelles qu'il y a entre la France et le Mali, la coopération n'a jamais été coupée. Même en matière de lutte contre le terrorisme, le Mali va entretenir des relations. Oui, mais c'est les services de renseignement. Si le Mali accuse la France de fournir des renseignements aux terroristes, comment peut-il encore coopérer? Justement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des actes formels qui disent que la coopération en question existe ou pas. Vous voyez? Donc, la décision qui consiste à dire dans une note verbale que nous suspendons formalise justement ce qui était de fait.
qui consistait donc à ne plus travailler avec les renseignements français. Est-ce que vous voyez? Mais c'est le Mali qui, dans sa note verbale, en réplique, a dit clairement que, bon, écoutez, au-delà de ce que nous allons expulser 5 diplomates français, on apprend, les gens disent que non, ils étaient plus sur le territoire malien, etc. Mais c'est des histoires. De toutes les façons, ils sont officiellement accrédités auprès de l'État malien et ils travaillent à l'ambassade. Maintenant, qu'ils soient en congé ou qu'ils aient fait des vacances, etc., mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont devenus persona non grata. Je voudrais revenir justement sur un aspect que l'ambassadeur a développé, c'est-à-dire, c'est cette condescendance-là, c'est-à-dire cette incapacité quand même de la France à comprendre qu'il a en face un pays souverain, qu'il a des interlocuteurs qui sont donc des autorités qui représentent un peuple entier qui est devenu problème. Parce que normalement, je pense que dans la Convention de Vienne, il est dit que lorsque un ambassadeur accrédité dans un pays s'est rendu coupable, en tout cas d'un acte délictuel, etc., on doit pouvoir l'expulser. On peut l'arrêter, mais il va falloir l'expulser en réalité. Mais il se trouve que dans le cas précis donc, de ce monsieur de la DGSE, c'était en flagrant délit. Et c'est carrément un acte criminel qui consiste à monter des généraux, en tout cas des officiers supérieurs de l'armée malienne en vue de renverser un régime entier. Et donc, dans un contexte, c'est une affaire extrêmement grave qui devrait plutôt être négociée, plutôt que de voir la France monter sur ses ergots pour commencer à menacer, à chanter et à donner le sentiment que, bon, ben écoutez, il a en face des vassaux à qui il peut donner des injonctions. Or, cette méthode, depuis 2021, n'a jamais réussi, n'a jamais marché. Vous allez vous, coup pour coup, le Mali a toujours réagi. Vous vous rappelez le discours que l'actuel Premier ministre du Mali a eu à tenir auprès des Nations Unies pour dire que chaque pierre lancée ou chaque mot dit de travers, ils vont toujours répliquer. Donc ils sont dans la réciprocité et c'est normal, puisque là on est en face de deux États souverains, quelles que soient les circonstances et quoi qu'il arrive, ils ont toujours la voix et ils doivent toujours se faire entendre. Dans ce contexte-là, il est clair que le Mali n'entend pas démordre, n'entend même pas se plier à ces injonctions-là, quelle que soit la nature de la menace que la France entend exercer. Mais Excellence, à quoi ressemblerait donc la coopération antiterroriste entre la France et le Mali, coopération qui serait désormais suspendue? Tu sais, dans notre naïveté légendaire d'Africains colonisés, la naïveté légendaire d'Africains colonisés, il est arrivé que les gens croient que la France, la grande France démocratique, droit de l'hommiste, va les aider à combattre les terroristes, sans savoir que c'est la France qui envoie les terroristes. Alors, la coopération sécuritaire, mais il y a une plainte du Mali aux Nations Unies. Pourquoi la France évite la plainte? Il faut quand même qu'un jour, qu'on crève l'abcès et qu'on voit en matière de lutte contre le terrorisme, quel est l'apport concret de la France aux Maliens. Si il faut se promener, corrompre tel officier, corrompre tel pagailleur de soi-disant société civile, corrompre tel minable qui se dit chef d'un parti politique, dans des pays pauvres comme ça, hein, tout comme les nôtres ici, on trouve des centaines de partis politiques. C'est une vraie caricature de la démocratie. Dans nos pays, on trouve des centaines de partis politiques. Donc, si c'est pour aller corrompre de temps à autre et on dit qu'on lutte contre le terrorisme, je crois quand même que le français, c'est leur langue. Nous, on comprend juste un peu. Eux, ils sont propriétaires de toute la langue. J'espère quand même qu'ils doivent un peu rectifier leur langage. La France n'a jamais, j'insiste sur le mot jamais, apporté aucun secours de lutte antiterroriste ni au Mali, ni au Niger, ni au Burkina. La seule chose que la France aurait dû faire, par exemple, c'est de rester neutre et de ne pas recruter, payer, blanchir, nourrir et approvisionner les terroristes en armes contre ces pays souverains. Mais le problème des pays souverains, c'est quoi? C'est que quand on regarde dans les décrets de nomination des présidents africains au Quai d'Orsay, la cellule africaine de l'Élysée, bon, tous les présidents, ils sont nommés. C'est là-bas aussi les décrets, tout ce qui gesticule là. Ils sont nommés à l'Élysée. Bon, je n'ai jamais vu le décret. Alors, on trouve qu'il y a 3 têtes qui n'ont pas été nommées à l'Élysée. Assimi Goïta, c'est d'ailleurs la tête de liste, Ibrahim Traoré et après le général Tchiani. On cherche partout dans la cellule africaine de l'Élysée, on ne trouve pas leur décret de nomination et ça fait mal. Comment on peut avoir un chef nègre qui n'a pas eu l'onction du chef blanc? Comment? C'est pas possible. Alors, pendant que la France brûle, je ne m'en réjouis pas. Parce qu'il ne faut pas confondre les Français et leurs dirigeants qui foutent la pagaille. Donc pendant que la France brûle, Macron et sa bande ne trouvent d'autre chose à faire qu'à continuer à organiser des coups d'État france-africains dans nos pays. On trouve des petits zozos qu'on met devant qui se disent panafricains pour abuser les populations, alors qu'en fait, ils sont en pleine action france-africaine pour déstabiliser les pays. Donc, il y a 3 présidents. Les décrets de nomination manquent à la cellule africaine de l'Élysée et ça pose problème. Aujourd'hui, la France elle-même, elle a ses problèmes. Elle doit, les dirigeants, je parle des dirigeants, doivent se concentrer à trouver une solution à ces problèmes. Mais non, il leur faut coup d'État, parce que les décrets de nomination de ces 3 chefs d'État et de leurs sympathisants, précisons, on ne les trouve pas au palais de l'Élysée, la cellule africaine. Là où tes opposants, là,
Quand ils vont à Paris, on les reçoit, ils sont tout gonflés. Ah, moi j'étais à Paris, on m'a reçu au Quai d'Orsay, à la cellule africaine. Ça veut dire que les prochaines élections, mon décret sera signé, je serai président de mon pays. Tu vois, ça fait pitié, ça fait honte. Ouais, Lucas Baki, le Mali avait-il besoin de prendre des mesures de réciprocité en expulsant les 5 diplomates français? Mais bien sûr. Mais bien sûr, parce que là, on est en train de lui dénier son droit d'exercer sa souveraineté. Il n'avait pas d'autre choix que justement de rappeler à la France qu'il a en face un pays souverain et des dirigeants qui ont décidé de s'assumer comme tel. Est-ce que parfois il ne faut pas jouer bas la terre? Bas la terre pour faire quoi? Justement, il appartenait à la France de jouer bas la terre parce que c'est son citoyen qui s'est rendu coupable d'un acte délictueux, même à la limite criminel. Vous voyez? Et donc, il aurait dû tout simplement